Mesdames et messieurs, bonsoir. Jeudi 29 octobre 2020, bienvenue à cette édition Les Titres. Contrairement aux rumeurs, la marche du mouvement des femmes béninoises pour la paix aura lieu le 31 octobre prochain. Les précisions dans un instant. La communauté musulmane célèbre ce 29 octobre le Maouloud, la naissance du prophète Mahomet. Historique et interprétation de cette célébration. Dans moins de 72 heures, les Ivoiriens iront aux urnes pour élire leur prochain président. Les manifestations qui ont émaillé le processus sont de nature à créer la psychose, mais le camp Ouattara reste confiant. Des précisions dans ce 19. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. Esaü. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réduction de scolarité à ESAE. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À ESAE Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante www.esae.bj/ESAE 2019 ou renseignez-vous à ESAE Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21 à ESAE Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47 à ESAE, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. ESAE, l'excellence a un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et Esaü, c'est l'école des sages. Mesdames et messieurs, bonsoir. Par arrêté municipal en date du mercredi 28 octobre 2020, le maire Luc Atropo met un embargo sur toute manifestation publique dans la capitale économique Cotonou. L'arrêté signé du maire de Cotonou, Luc Atropo, ne précise pas les raisons qui sous-entendent cette décision d'interdiction, mais il indique que tout rassemblement et toute manifestation à caractère festif, revendicatif et politique sont interdits jusqu'à nouvel ordre dans la ville de Cotonou. Le même arrêté instruit les adjoints au maire, les chefs d'arrondissement, les commissaires d'arrondissement et le directeur de la police municipale à son application stricte. Une disposition qui aurait pu contrarier la marche que projette le mouvement des femmes béninoises pour la paix. Le maire de la ville de Cotonou a pris dans la même journée du 28 octobre un arrêté pour autoriser la marche du mouvement des femmes béninoises pour la paix, MFB, prévue pour le 31 octobre 2020. Une autorisation exceptionnelle sur instruction du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Saka Lafia. Le ministre invite par conséquent le maire à prendre les dispositions requises en liaison avec le directeur départemental de la police municipale du littoral en vue de l'encadrement des manifestations. La célébration de l'anniversaire de Mahomet est considérée par certains prophètes comme une innovation religieuse étrangère à l'islam selon eux. L'anniversaire de Mahomet n'a jamais été célébré à son époque ni par ses compagnons ni par les musulmans sunnites des premiers siècles. Aucune trace de cette fête n'existe dans le Coran ou dans les Sunnas. Pour d'autres théologiens, cette pratique peut être considérée comme l'imitation de la Noël chez les chrétiens, que les chrétiens assimilent à l'anniversaire de Jésus. C'est le commentaire que va faire suivre tout à l'heure Abdelkader Achirou, qui nous présente le contexte historique et géopolitique de la naissance du prophète Mahomet. Paix et salut sur lui. La nuit de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, est communément appelée Maouloud dans le monde musulman. Elle survient exactement une nuit de lundi, 12e du Rabiul Awal, 3e mois du calendrier hégirien, à l'an 570 du calendrier grégorien. Cette naissance eut lieu dans un contexte historique et géopolitique sans précédent. Elle survient dans un monde enténébré et plongé dans une ignorance profonde d'Allah. Les peuples avaient oublié les messages des prophètes
prophètes envoyés auprès d'eux, s'adonnant à des pratiques dignes du paganisme et de l'animisme qui les éloignaient de plus en plus d'Allah. Le prophète Mohammed Rasulullah, dans la lignée apostologique, est le sceau des prophètes, mais il est aussi le guide des envoyés. Sa seigneurie et son éminence sur l'ensemble des prophètes et par extension sur l'ensemble du genre humain sont indubitablement reconnus. Une coutume qui puise sa légitimité de la connaissance du rang du prophète auprès d'Allah et de la miséricorde dont il est porteur, ainsi que des faveurs découlant du service qu'on lui rend, que les pieux ont tenu à célébrer cette nuit, espérant s'attirer les grâces et les bienfaits liés aux largesses qu'Allah a gratifiés aux prophètes. Ils ont invité les fidèles à se conformer à leur exemple, car ils ont toujours dit qu'il est inadmissible pour un musulman de considérer la nuit de la naissance du prophète au même titre que les nuits qui l'ont précédé ou qui l'ont suivi. Une parution littéraire dans cette édition. L'ancien conseiller technique à la communication du président Boni Yayi Tibus Adagbe rend public à travers un livre ses mémoires des faits vécus dans les coulisses de la session de l'ancien président Thomas Boni Yayi à la magistrature suprême en 2006. Intitulé Mémoires de Chaudron, conquérir le pouvoir d'État, les écrits croustillants de Tibus Adagbe révèlent les méandres du pouvoir Yayi. Le milieu du pouvoir fait de courtisanerie, de fourberie, de coups bas, de coups tordus, de coups visibles et invisibles représente le chaudron vécu par l'auteur qu'il s'évertue à narrer en revisitant sa mémoire et ses notes. En attendant le lancement officiel de ce livre plus riche que les 100 épisodes qui ont été viraux sur les réseaux sociaux, l'auteur a décidé d'offrir la dédicace du premier exemplaire de cet ouvrage à Sidikou Karimou. À l'issue de cette séance hautement symbolique, Tibus Adagbe dévoile au micro de Abdelkader Achirou la date et le lieu du lancement officiel de ce livre intitulé Mémoires de Chaudron, conquérir le pouvoir d'État. Le livre sera lancé officiellement le jeudi 12 novembre prochain à Canal Olympia, derrière le ciné Opé-Oloa. Donc, à cette occasion, les autres dédicaces vont suivre. Donc, la suite immédiate, c'est déjà ça. Et donc, très bientôt, le livre sera en librairie au Bénin. Donc, je dis déjà merci à ceux qui, hors du Bénin, se sont déjà procurés le livre sur Amazon et qui, parfois, sans vraiment me connaître, m'envoient la preuve qu'ils l'ont acheté. Ça me touche, c'est une marque de confiance, d'amitié. Ça me touche et je leur dis merci. Et ce que nous avons fait, c'est pour la postérité. Ce qui est là, c'est pour la postérité. Et j'espère que d'autres iront plus loin dans ce que j'ai fait, parce que j'ai fait des constats empiriques sur lesquels je me suis basé pour élaborer des théories, pour élaborer des thèses qui ne sont pas des vérités intouchables, absolues. Et comme nous sommes dans le domaine scientifique, et comme nous sommes dans le domaine des sciences humaines, tout est ondoyant. L'intérêt, c'est que le débat soit lancé et que la politique puisse devenir réellement, ici chez nous, une science à la portée du Béninois moyen. Que ça ne soit plus seulement une science universitaire. Alors c'est vrai que ce livre est sous-titré. On n'en parle peut-être pas beaucoup. C'est sous-titré « Conquérir le pouvoir d'État ». Parce que tout le récit qui a été fait jusqu'à l'épisode 100, ça a été le récit de la conquête du pouvoir d'État en 2006. Bon, est-ce qu'il y aura une suite? Étant donné que le livre lui-même a été écrit de façon accidentelle, je ne sais pas s'il y a un autre accident est devant. Donc, voilà, s'il y a un accident, on va aviser. Restons au cœur du pouvoir, cette fois dans le présent. La séance hebdomadaire du Conseil des ministres s'est tenue hier, mercredi 28 octobre 2020, sous la présidence effective du chef de l'État et chef du gouvernement, le président Patrice Talon.
Au cours de la séance, plusieurs décisions ont été examinées et d'importantes décisions ont été prises. Je vous invite à suivre le compte-rendu du Conseil des ministres de cette semaine avec le ministre porte-parole du gouvernement, Alain Orunla. Mesures normatives. Au titre de ces mesures, le Conseil a adopté les décrets portant approbation des statuts modifiés de la Société béninoise des hydrocarbures SOBE, désormais dénommée Société nationale des hydrocarbures du Bénin. Approbation des statuts du Centre de prise en charge médicale intégré du nourrisson et de la femme enceinte atteint de drépanocytose, du service d'aide médicale d'urgence, du Centre multimédia des adolescents et des jeunes du Bénin, puis modification des statuts de l'Agence béninoise d'électrification rurale et de maîtrise d'énergie ABERM et nomination des membres de son conseil d'administration. Au titre des communications, contractualisation entre le projet d'appui aux infrastructures agricoles dans la vallée de l'Ouémé et différentes structures pour l'acquisition d'intrants agricoles et de tracteurs au profit des producteurs. Les équipements à acquérir par le dit projet sont destinés à favoriser le développement des filières riz, maïs et maraîchage. Il s'agit notamment de kits de tracteurs au profit des jeunes entrepreneurs et des coopératives de producteurs agricoles des communes de Kové, Ouahi, Zanyanado, Zobodome, Semekpodi, Porto Novo, Adjara, Akpolomistrete, Agege, Dambo, Adjoum, Bonou, Abomey-Calavi, Soava et Zé. Par ailleurs, cet appui passe également par l'acquisition d'engrais sur vivrier, de pesticides et de semences améliorées qui seront mis à la disposition des producteurs. Les ministres concernés par le dossier veilleront à l'aboutissement diligent des procédures. Dans le monde de l'éducation, le cercle des docteurs de l'université d'Abomey-Calavi s'est agrandi ce jeudi. Akomou Blandine Kapo a soutenu avec succès sa thèse de doctorat sur le thème phytochimie et évaluation des activités antioxydantes et antibactérielles de quelques plantes utilisées dans le traitement traditionnel de la fièvre typhoïde au Bénin. Dirigé par la ministre Eleonore Yaïla Descamps, les travaux de recherche de l'impétrante ont été évalués par un jury constitué de professeurs d'université du Bénin et d'Afrique. La séance de soutenance s'est déroulée à l'Institut scientifique biomédical appliqué ISBA à Cotonou. Le reportage est signé Setonji Larios à Djagbeno. Le jury, après avoir délibéré, a décidé d'accepter le travail et de lui décerner le grade de docteur de l'université d'Abomey-Calavi en sciences avec la mention très honorable. Par cette solennité, Akomou Blandine Kapo fait son entrée dans le cercle restreint des docteurs de l'UAC. Pour accéder à ce grade, elle a étudié l'efficacité des plantes utilisées pour le traitement traditionnel de la fièvre typhoïde au Bénin. Au thème des mois de recherche, l'impétrante a présenté ce 29 octobre 2020 à l'ISBA de Cotonou les résultats des travaux de recherche à un jury composé de professeurs d'université du Bénin, du Togo et du Cameroun. Le document est sur 245 pages, c'est structuré en plusieurs étapes. Il y a la partie chimique et la partie biologique. Et dedans, au niveau de la partie chimique, on a fait l'isolement. Au niveau de la partie biologique, on a fait des tests sur les souches in vitro et sur les souches in vivo. On a aussi également évalué l'activité antioxydante parce que la fièvre typhoïde crée le stress oxydatif chez les patients. On a évalué l'activité antioxydante de nos extraits. Et c'est arrivé aussi que nos extraits ont une bonne activité antioxydante. La directrice de thèse a, au cours de la soutenance, exposé les qualités de l'impétrante aux membres du jury. Blandine est une dame vraiment, comme je le dis, très calme. Je ne sais pas si je vais dire têtue, mais je sais que je peux dire qu'elle est obstinée à faire quelque chose. Elle est toujours mue par une intention de mieux faire. Mais l'autre, c'est qu'elle est très disponible, elle s'en va faire des investigations. Elle arrive à toucher les fibres les plus hostiles. Et nous devons reconnaître le
parents dans cet accompagnement. Les membres du jury présents dans l'amphi Sadler et d'autres intervenants par visioconférence ont apprécié la qualité du document assorti de recommandations pour son amélioration. Le président évoque l'intérêt du sujet pour la communauté. Sur le plan scientifique, l'intérêt c'est qu'elle a fait ses études en chimie des substances naturelles. Donc elle a fait des fractionnements, elle a identifié des molécules et cela vient agrandir l'arsenal au niveau des molécules organiques. Ce travail est de grand intérêt parce qu'elle a déjà une base de 109 plantes, près de 109 plantes qu'on peut utiliser. Et donc les recherches peuvent continuer sur d'autres plantes parmi ces 109 parce qu'elle n'a pu dépouiller que 2. Donc les autres plantes peuvent être aussi étudiées pour des recherches futures. La séance de soutenance a eu lieu devant d'éminents professeurs de l'université d'Abomey-Calavi et des parents de l'impétrante. L'impétrante envisage poursuivre les recherches en vue de la mise au point d'un composant actif pour traiter la fièvre typhoïde. Mais avant, elle a expliqué au cours de sa présentation la méthodologie de recherche utilisée et les résultats obtenus. Beaucoup de personnes dans la population béninoise souffrent de la fièvre typhoïde. Et d'après l'Organisation mondiale de la santé, les médicaments utilisés pour traiter la fièvre typhoïde ne fonctionnent plus correctement parce que les bactéries deviennent de plus en plus résistantes. Pour remédier à ce problème, nous avons pensé à utiliser les plantes que nos parents utilisent pour traiter la fièvre typhoïde traditionnellement. Nous avons fait une enquête auprès des herboristes, les bonnes dames qui vendent les plantes, auprès des tradipraticiens et des personnes ayant déjà utilisé une fois des plantes contre la fièvre typhoïde. L'enquête nous a permis d'avoir 109 plantes répertoriées et à partir de ces 109 plantes, on a pris les plus citées qui sont les 13 plantes qu'on a prises et on a testé sur les bactéries. Il a été révélé que 6 parmi ces 13 plantes ont une bonne activité et les meilleures sont les feuilles d'Azadirachta indica qu'on appelle en fond Kininuti et les racines des Xanthosylum xanthosylodes qu'on appelle en fond Kheti Sindo. Et on a continué à faire des isolements et on a identifié des composés qui sont responsables de l'activité au niveau de la plante de Xanthosylum xanthosylodes. On ne s'est pas arrêté là. On a fait aussi des tests sur des animaux ayant été infectés par la fièvre typhoïde. Et il s'est révélé que nos 2 extraits ont une très bonne activité sur les salmonelles in vivo. De là, maintenant, nous pouvons conseiller à la population de continuer à utiliser les feuilles de Kininuti pour traiter la fièvre typhoïde localement. Et la suite de nos recherches se portera sur comment faire la formulation d'un phytomédicament qui pourront directement prendre dans les officines pour traiter les affections dues aux salmonelloses. Hors de nos frontières, la campagne électorale de la présidentielle ivoirienne du 31 octobre prochain prend fin ce jour. À la veille de ce scrutin aux issues incertaines, nous avons reçu Kafuri Soro, le représentant du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP, le parti du président Alassane Ouattara. Kafuri Soro semble plutôt confiant en ce qui concerne la réélection de son président. Notre candidat sera plébiscité par les Ivoiriens parce que tous les Ivoiriens, et même ceux qui ne sont pas Ivoiriens, ont vu ce que le président Alassane Ouattara a eu à faire en Côte d'Ivoire en 9 ans de présidence. C'est vraiment un travail gigantesque qui a été fait. Et même les opposants aujourd'hui qui n'ont pas voulu aller aux élections ou bien qui ne voulaient pas aller. Mais nous pensons encore que d'ici là, puisque c'est le samedi l'élection, peut-être qu'ils viendront. Mais ces opposants ont eu à témoigner dans la presse et partout, devant toutes les personnes, pour démontrer et dire que le président Alassane Ouattara est un bâtisseur. C'est quelqu'un qui a une chance pour la Côte d'Ivoire. Mais parce qu'aujourd'hui, sa succession était ouverte et parce qu'ils n'ont pas été sélectionnés, ils ont estimé qu'il faut maintenant commencer à faire des propagandes pour dire que c'est la personne qu'il ne faut pas pour la Côte d'Ivoire. Mais tout le monde est conscient que c'est du dilatoire, c'est juste parce que ce sont des revanchards, ce sont des personnes qui sont aigries parce qu'ils s'attendaient à ce qu'on leur passe le témoin. Mais la gestion d'un pays, ce n'est pas une tontine.
dire que c'est vous qui prenez aujourd'hui, après c'est moi. Ce n'est pas comme ça qu'un pays se gère. Le pays se gère par des programmes de société. Qu'est-ce que nous voulons faire pour le pays? Qu'est-ce que nous sommes capables de faire? Et l'opposition en face n'a rien préparé pour cela. Non, ils n'ont pas de programme pour la Côte d'Ivoire, pour les Ivoiriens. Donc voilà pourquoi. Et même, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ils ne sont pas prêts à venir aux élections? Parce qu'ils savent qu'en allant aux élections, ils vont perdre lamentablement. Quand nous étions en train de faire l'enrôlement, ici, au consulat, nous avons vu qu'ils ont boycotté l'enrôlement. Mais après, ils sont allés déposer leur dossier, leur candidature a été validée, mais ils savent sur le terrain qu'ils ne font pas le poids. Et c'est pourquoi aujourd'hui, ils sont en train de tourner en rond pour dire qu'ils ne veulent pas aller aux élections et commencer à critiquer soit la commission électorale indépendante ou bien le Conseil constitutionnel et tout ça. Mais juste, ce sont des alibis. Bien entendu, vous voyez, hier, nous avons fait un sondage, nous avons demandé aux Ivoiriens pourquoi est-ce que les Ivoiriens réclament le candidat Alassane Ouattara. Mais je vous dis unanimement, tout le monde reconnaît que c'est l'homme qui incarne la paix, c'est l'homme qui incarne la sécurité, c'est l'homme qui construit et qui pense à l'avenir de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un président qui construit la Côte d'Ivoire seulement pour l'immédiat, mais il fait des projections dans l'avenir. Il pense à l'avenir, aux enfants qui viendront, nos enfants, nos petits-enfants et ainsi de suite. Ce sont des personnes qui vont jouir de tout le travail qu'il est en train de faire, tous les Ivoiriens, et même pas seulement les Ivoiriens, toute la communauté ouest-africaine et régionale. Kanifo Soro est convaincu qu'il n'y aura aucun incident pour émailler cette élection, compte rendu des dispositions sécuritaires et le nombre de partis qui continuent de rallier le camp Ouattara, laissant en rade leurs leaders initiaux. Non, nous ne craignons pas qu'il y ait des débordements parce que toutes les dispositions sont prises pour que l'élection puisse se passer dans la quiétude et dans la sécurité. Les forces de l'ordre, la police et la gendarmerie veillent au grain et tout se passera dans la sécurité. Il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de débordement. Et même les Ivoiriens, tous les Ivoiriens dans leur ensemble aspirent à la paix, à la sécurité. C'est seulement l'opposition, c'est quelques individus qui incitent des personnes égarées pour leur dire de venir faire des barailles pour empêcher l'élection. Mais l'élection aura lieu. Et c'est ce message que nous voulons lancer à tous les Ivoiriens où qu'ils se trouvent pour leur dire n'ayez pas peur, il n'y aura pas de troubles, tout se passera dans l'ordre, tout se passera dans la paix, tout se passera dans la quiétude et nous allons aller voter et tout va continuer comme c'était avant. Ils ne sont même pas prêts pour diriger la Côte d'Ivoire. Ces personnes qui veulent un gouvernement de transition, tout ça, il n'en aura pas. Mais le chef de l'État a dit qu'il est prêt à leur tendre la main, qu'il a ouvert sa porte à eux, il est prêt à les rencontrer à tout moment pour discuter avec eux. Et plusieurs discussions avaient été faites même avant même l'installation de la commission électorale. Mais comme je l'ai dit, ce sont des personnes qui savent déjà qu'en allant à ces élections, ils vont perdre lamentablement. Ce sont des alibis qu'ils sont en train de chercher. Nous avons plusieurs partis. Vous avez le MFA, qui est avec le RIDP. Nous avons une frange du PDCI, qui est avec l'UDCI, qui est là. Et nous avons plusieurs partis qui n'étaient même pas dans le RIDP, qui sont aujourd'hui en train de soutenir. Vous avez même le RACI. Le RACI, qui est le parti de Soro Guillaume, qui a demandé tout récemment à ce que tout le monde, tous les militants puissent soutenir la candidature du président Alassane Ouattara. Donc c'est pour dire qu'en général, toute la Côte d'Ivoire, dans son ensemble, est derrière le président Alassane Ouattara. Vous savez, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, effectivement, a été contraint de se présenter. Parce qu'à 3 mois des élections, le candidat du RIDP, Feu Amadou Gon Coulibaly, est mort de façon subite. Donc cela a fait qu'il était matériellement impossible de préparer la succession de quelqu'un d'autre pour pouvoir aller sur le terrain politique pour briguer à ces élections-là. La seule personne qui pouvait le faire, c'est le président Alassane Ouattara. Donc c'est ce qui l'a contraint à le faire. Mais comme il a dit, il avait déjà sa volonté de pouvoir céder le pouvoir à une nouvelle génération. C'est pourquoi il a dit, après les élections, très bientôt, il va céder le pouvoir à un jeune, mais il aura le temps de pouvoir le former, l'outiller pour qu'il puisse bien diriger la Côte d'Ivoire. Parce que tous les acquis que nous avons, c'est très important de les préserver. Et on ne peut pas prendre un premier venu
pour lui confier cela, il faut le former. Et je pense qu'il va se donner le temps de le former et lui permettre de continuer. Ainsi s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles. À demain pour une autre session de l'information.